Je me suis réveillé au son strident d'un moniteur cardiaque et à l'odeur piquante d'antiseptique qui mordait l'air. Mon bras était enveloppé de bandages blancs, ma gorge irritée par des tubes dont je n'avais aucun souvenir. L'infirmière m'a dit que j'avais été inconsciente pendant 2 jours, mais ce qu'elle a dit ensuite m'a fait plus mal que mes blessures. Votre père a signé les papiers et il est parti. Parti. Comme si je n'étais rien. La seule famille que j'ai jamais connue était partie avant même que j'ouvre les yeux. Pendant des heures, j'ai fixé le plafond, essayant de croire qu'il y avait une raison. Peut-être la peur, peut-être le choc. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. J'avais été indésirable toute ma vie. Puis, juste au moment où je pensais être complètement seul, 2 policiers sont entrés dans ma chambre avec un dossier et la photo délavée d'un enfant disparu. Et c'est à ce moment-là que mon monde entier a commencé à s'effondrer. C'est arrivé un jeudi soir, le genre de nuit où le ciel semble assez lourd pour vous écraser. Je rentrais chez moi après mon 2e service au restaurant, à moitié endormi, les essuie-glaces luttant contre la pluie verglaçante. La radio grésillait juste avant que mes pneus ne heurtent une plaque de verglas. En un souffle, j'allais bien. Dans le crissement suivant, le volant a tourné, des phares ont jailli, puis le métal a hurlé contre le métal. Quand j'ai repris connaissance, le monde était incliné. Mon pare-brise était brisé, mes mains tremblaient sur l'airbag, du sang coulait le long de mon bras. Quelqu'un a crié au loin, « Madame, ne bougez pas. L'ambulance arrive. » La chose suivante dont je me souviens, c'est la lumière aveuglante des soins intensifs et l'écho de mon propre rythme cardiaque dans les moniteurs. Un médecin s'est penché sur moi, sa voix calme mais grave. « Mademoiselle Hubert, votre bras est fracturé à plusieurs endroits. Nous allons devoir opérer pour le sauver. » Opération? Argent? Les mots m'ont à peine atteinte, mais je savais ce qu'ils signifiaient. Des factures que je ne pouvais pas payer. Des dettes auxquelles je ne pouvais pas survivre. Pourtant, il n'y avait qu'une seule personne que je pouvais appeler, mon père. J'ai attrapé mon téléphone avec des doigts tremblants, la perfusion tirant sur ma peau. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Puis il a répondu. « Papa » ai-je murmuré, la gorge sèche. « C'est moi. J'ai eu un accident. Je suis aux soins intensifs. » J'ai dit, mon bras. Silence. « Papa ?» Puis, froide et tranchante, sa voix a percé le grésillement. « Nous ne pouvons rien faire pour toi. » Clic, la ligne a été coupée. J'ai fixé l'écran sombre, mon pouls battant plus fort que les machines. L'infirmière à proximité m'a regardé avec une pitié silencieuse, mais je me suis détourné. Il m'a encore abandonné. J'ai pressé mon front contre l'oreiller, essayant de ne pas pleurer. Quelque part entre la morphine et les larmes, une pensée s'est frayé un chemin dans ma poitrine. Peut-être que c'était de ma faute. Peut-être que je ne valais vraiment pas la peine qu'on revienne pour moi. Dehors, le tonnerre a grondé sur le toit de l'hôpital. À l'intérieur, je me suis fait une promesse que je ne pouvais pas encore comprendre. Si jamais je sortais de cette chambre, je découvrirais pourquoi mon propre père pouvait me regarder et ne rien ressentir du tout. La première nuit après l'opération fut interminable. Les machines bourdonnaient à côté de moi, suivant le rythme de mon cœur, tandis que la pluie dehors tapait une berceuse cruelle contre la fenêtre. Je fixais le plafond, attendant le bruit de pas que je savais ne jamais venir. Le matin est arrivé, pâle et impitoyable. J'ai essayé d'appeler papa à nouveau. Directement sur la messagerie vocale. L'écran a clignoté, échec de l'appel. Comme si même le téléphone savait qu'il ne fallait pas essayer. Vers midi, 2 infirmières chuchotaient devant ma porte. J'ai saisi des bribes, pas de contact d'urgence. Assigner la décharge. Injoignable. Injoignable. Ce mot s'est accroché à moi comme l'odeur d'antiseptique. Un policier est passé cet après-midi-là, une visite de routine. Il a dit, « Nous avons besoin d'une déposition sur l'accident, mademoiselle Hubert. » Y a-t-il de la famille qui puisse aider avec l'assurance ou le consentement médical? Juste mon père, ai-je répondu automatiquement. Il a fait une pause, son stylo en suspens. A-t-il pris contact avec vous? Ma voix s'est brisée. Pas depuis le jour où je me suis réveillé. L'expression du policier s'est adoucie, mais il n'a pas insisté. Il a simplement hoché la tête, marmonné quelque chose à propos de paperasse, et m'a laissé avec le silence que j'avais déjà appris à craindre. Ce soir-là, la soupe de la cafétéria de l'hôpital a refroidi, intacte, sur mon plateau.
L'infirmière, une femme aimable nommée Élise, s'est assise au pied de mon lit en changeant ma perfusion. « Vous attendez quelqu'un » a-t-elle demandé doucement. « Non » ai-je dit. « Juste moi. » Ses yeux se sont attardés sur moi, pleins de pitié mais aussi de curiosité. « Parfois, les gens gardent des secrets » a-t-elle murmuré, « even from their own children. » Je voulais lui demander ce qu'elle voulait dire, mais ma gorge s'est nouée. J'ai tourné mon visage vers la fenêtre maculée de pluie à la place. Le lendemain matin, le monde semblait plus lourd, comme si les murs de l'hôpital s'étaient épaissis pendant la nuit. J'étais à moitié endormi quand la porte s'est à nouveau ouverte. Seulement cette fois, ce n'était pas une infirmière. Deux hommes en costume sombre se tenaient là, leur badge brillant sur leur manteau. Mademoiselle Claire Hubert, a demandé le plus âgé. Oui, ai-je dit avec prudence, serrant la fine couverture autour de moi. Il a échangé un regard rapide avec son partenaire avant de s'approcher. Nous sommes de la police nationale de Lyon. Il y a quelque chose d'inhabituel dans vos dossiers. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire? Il a posé un dossier scellé sur mes genoux. Votre hôpital a effectué une vérification ADN via le fichier national des empreintes génétiques. Les résultats ont soulevé quelques questions. Je l'ai regardé, confus et à moitié engourdi. Des questions sur quoi? Il a hésité, baissant la voix. Sur qui vous êtes vraiment? L'inspecteur le plus âgé, comme l'indiquait son badge, a sorti un dossier en manille et l'a posé doucement sur mes genoux, comme si son poids pouvait m'écraser. À l'intérieur se trouvait une photographie délavée, une petite fille blonde avec des boucles en désordre et un sourire de travers. Elle a été enlevée de son domicile à Bordeaux, il y a 27 ans, a-t-il dit calmement. Elle s'appelait Émilie Chevalier. J'ai cligné des yeux, confuse. Pourquoi me dites-vous cela? Son partenaire, un homme plus jeune aux yeux fatigués, s'est agité maladroitement. Parce que votre analyse de sang à l'hôpital correspond au fichier ADN de la famille Chevalier. Parfaitement. La pièce a un peu tourné. Les machines à côté de moi ont bipé plus vite, comme si mon cœur protestait. Ça n'a pas de sens, ai-je dit. C'est impossible. Je suis né ici, en Auvergne-Rhône-Alpes. Mon père. L'inspecteur Rousseau m'a interrompu doucement. Votre acte de naissance semble être un faux. Le numéro de sécurité sociale lié à votre nom a été enregistré 2 ans après votre date de naissance supposée. Il n'y a aucune trace de votre naissance dans un hôpital de cette région. J'ai ri, mais le son est sorti brisé. Vous êtes en train de dire que mon père m'a kidnappé. Aucun d'eux n'a parlé. Ce silence était plus assourdissant que n'importe quelle confirmation. J'ai secoué la tête, agrippant les draps. Vous avez tort. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Elle m'aimait. Elle n'aurait pas pu savoir, a hésité le jeune inspecteur. Nous pensons qu'elle a été impliquée au début, peut-être effrayée plus tard, mais nous ne pensons pas que c'est elle qui a tout planifié. Rousseau a déplié un autre document, une lettre de rançon. L'encre, vieillie, avait une couleur brun-rouille. Vos parents biologiques, Nathaniel et Vivienne Chevalier, ont reçu 3 demandes de rançon après votre disparition. Ils ont payé chacune d'elles, mais vous n'avez jamais été rendu. Il m'a regardé attentivement. Jusqu'à maintenant. Je ne pouvais plus respirer. Le monde s'est réduit à un brouillard de sons, le bip des machines, le goutte à goutte de la perfusion, la pluie dehors. La voix de mon père a résonné dans ma tête. Nous ne pouvons rien faire pour toi. J'avais pensé que c'était de la cruauté. Maintenant, ça sonnait comme de la culpabilité. Je veux des preuves, ai-je murmuré. Je veux un autre test. Rousseau a hoché la tête. Nous l'avons déjà commandé. Vous aurez les résultats dans les 24 heures. Il a glissé une carte sur le plateau à côté de moi. Un représentant de la famille Chevalier arrivera demain. Ils attendent cet appel depuis près de 3 décennies. J'ai de nouveau regardé la photo, la petite fille avec mes yeux, mon menton, mon grain de beauté juste sous l'œil droit. J'ai touché le même endroit sur mon propre visage, prise de vertige. Après leur départ, je suis resté seul, le dossier ouvert devant moi, chaque page chuchotant une vérité que je n'étais pas prête à affronter. S'ils avaient raison, toute ma vie avait été un mensonge. J'ai baissé les yeux sur mon bras plâtré, la blessure qui m'avait amené ici. Peut-être que ce n'était pas un accident qui avait brisé mon monde. Peut-être que c'était le destin,
faisant enfin tomber les murs d'un mensonge qui m'avait emprisonné pendant 27 ans. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage de cette petite fille, mon visage, me fixant depuis la photographie. Au matin, j'étais encore éveillé lorsque l'infirmière a apporté le petit déjeuner. « Il y a quelqu'un pour vous voir », dit-elle doucement, les yeux écarquillés, comme si elle venait de voir un fantôme. J'ai froncé les sourcils. « Qui ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'est ouverte. Un grand homme en costume anthracite est entré. Ses cheveux étaient grisonnants sur les tempes, son expression un mélange d'épuisement et d'espoir qui ne semblait pas appartenir à un étranger. Il a hésité, une main agrippant la poignée de porte comme s'il craignait que je disparaisse s'il clignait des yeux. « Mademoiselle Hubert ?» Sa voix tremblait légèrement. « Oui », ai-je dit, sur la défensive. Il a fait un pas prudent en avant. « Je suis Nathaniel Chevalier. » Le nom m'a frappé comme un coup de tonnerre. Je l'avais entendu chuchoter aux informations une fois. Un industriel milliardaire, fondateur de Chevalier Technologies, le genre d'homme qui vit dans les gros titres, pas dans les hôpitaux. Je me suis figé. « Vous êtes l'homme dont les inspecteurs ont parlé. » Il a hoché lentement la tête. « Mais je ne suis pas venu ici en tant que PDG. » Sa gorge s'est nouée. « Je suis venu ici en tant que votre père. » Je l'ai regardé, attendant la chute qui n'est jamais venue. « Mon père ?» Il a souri faiblement, des larmes brillant dans ses yeux. « Émilie. Ma petite fille. » Le nom sonnait à la fois étranger et familier. Ma poitrine s'est serrée. « Ne m'appelez pas comme ça », ai-je murmuré. « S'il vous plaît », dit-il doucement en se rapprochant. « Je sais que c'est impossible à accepter, mais j'ai attendu 27 ans pour prononcer à nouveau votre nom. » Mes mains tremblaient sous la couverture. « Si ce que vous dites est vrai, alors où étiez-vous pendant toute ma vie ?» Il a expiré, sa voix se brisant. « À te chercher. Chaque jour, chaque année. Ta mère et moi, nous n'avons jamais arrêté. Nous avons engagé des enquêteurs, suivi des pistes, dépensé tout ce que nous avions, mais tu avais disparu. » J'ai détourné le regard, retenant mes larmes. « Disparu ? J'étais juste ici. J'ai grandi en pensant que je n'étais assez bien pour personne. Que mon père me détestait. » Il a dégluti difficilement. « Parce que ce n'était pas ton père, Émilie. C'était ton ravisseur. » La pièce est tombée dans le silence. J'ai senti l'air s'épaissir, lourd et froid. Il a sorti quelque chose de la poche de son manteau et l'a posé sur la table de chevet, un minuscule médaillon en argent. « C'était à toi, dit-il doucement. Il y a ta photo de bébé à l'intérieur. Tu le portais le jour où tu as été enlevé. » Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une photo, la même petite fille aux boucles en désordre et au sourire timide. Ma gorge s'est nouée. « Je ne me souviens pas », ai-je murmuré. « Ce n'est pas grave, dit-il gentiment. Ce qui compte, c'est que tu sois là maintenant. » Il a hésité, puis a ajouté, « Ta mère attend. Elle n'a pas cessé de mettre un couvert pour toi à table depuis 27 ans. » Les larmes ont brouillé ma vision. Je voulais le croire que je n'étais pas juste une erreur abandonnée, mais l'idée que toute ma vie avait été un mensonge me tordait l'estomac. Nathaniel a tendu la main, la sienne planant à quelques centimètres de la mienne. « Je sais que c'est trop, dit-il doucement. Mais tu n'es plus seul. » Pour la première fois, je ne me suis pas retiré. J'ai laissé sa main se poser sur la mienne. Et pour la première fois de ma vie, le contact de quelqu'un n'a pas semblé être une obligation. C'était comme si un foyer essayait de se souvenir de moi. L'inspecteur Rousseau est revenu cet après-midi-là, un mince dossier sous le bras. Son expression m'a dit qu'il n'était pas là pour me réconforter. Nathaniel se tenait à côté de mon lit, toujours en costume, mais paraissant 10 ans de plus que le matin même. Rousseau s'est éclairci la gorge. « Mademoiselle Hubert, ou plutôt, Mademoiselle Chevalier, nous avons confirmé les résultats. L'ADN correspond à 99,99%. Vous êtes la fille biologique de Nathaniel et Vivienne Chevalier. » Nathaniel a eu le souffle coupé. Il m'a regardé comme s'il voulait mémoriser ces mots pour toujours, mais je ne pouvais pas célébrer. Mon pouls battait la chamade alors que je posais la question qui me brûlait les lèvres depuis l'aube. « Et Marc Hubert ? L'homme qui m'a élevé. » Rousseau a ouvert le dossier. Son vrai nom est Marc Alévi. Il y a 27 ans,
Il était agent de sécurité contractuel au domaine des Chevaliers à Bordeaux. Il avait accès à votre maison, à votre emploi du temps, à tout. Lui et sa petite amie, une femme nommée Laura, vous ont enlevé une nuit pendant que la nounou préparait votre biberon. Nathaniel a fermé les yeux, la douleur traversant son visage. Ils ont envoyé 3 lettres de rançon, a poursuivi Rousseau. Vos parents ont payé chacune d'elles, près de 1,8 million d'euros au total, mais les ravisseurs ont disparu. Pendant des années, la piste est restée froide. Alevi et Laura ont changé d'identité, ont déménagé dans le centre de la France et ont falsifié vos actes de naissance sous le nom de Claire Hubert. Mon cœur s'est serré. Donc tout ce que j'ai toujours connu était faux. Rousseau a hoché lentement la tête. Oui. Chaque document, chaque pièce d'identité, chaque histoire qu'ils vous ont racontée. J'ai fixé le bord de ma couverture, mes doigts tordant le tissu. Il disait que maman était morte d'une pneumonie quand j'avais 12 ans. C'était vrai? Oui, a dit Rousseau prudemment. Mais ce n'était pas votre mère. D'après nos recherches, Laura est morte d'une infection pulmonaire en Suisse. Elle a gardé son secret jusqu'à la fin. J'ai essayé de respirer, mais l'air semblait trop lourd. Ma poitrine me brûlait. Il me traitait comme un fardeau, ai-je murmuré. Comme si je lui devais d'exister. Nathaniel a fait un pas en avant, sa voix tremblante. Parce qu'il savait, Émilie. Il voyait ton visage chaque jour, un rappel de ce qu'il avait volé. La culpabilité ne rend pas toujours les gens gentils. Parfois, elle les rend cruels. Je me suis tourné vers lui, les larmes me piquant les yeux. Alors pourquoi m'a-t-il quitté? S'il avait si peur de se faire prendre, pourquoi ne pas s'enfuir? Rousseau a échangé un regard avec son partenaire. Peut-être a-t-il réalisé que c'était fini. La vérification ADN de l'hôpital l'aurait démasqué. Vous laissez là été sa façon de disparaître avant que la vérité ne le rattrape. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Il n'était pas parti parce qu'il était dégoûté ou dépassé. Il était parti parce qu'il était coupable. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, mon cœur battant frénétiquement. Il est parti pour se sauver lui-même, pas moi. La voix de Nathaniel s'est adoucie. Et c'est pourquoi nous sommes là maintenant, pour nous assurer qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. J'ai levé les yeux vers lui, vers l'homme qui prétendait être mon vrai père. Et pour la première fois, j'ai vu un reflet de moi-même dans les yeux de quelqu'un. Pourtant, la colère bouillait sous le choc. L'homme qui m'avait élevé m'avait aussi détruite. Je veux le voir, ai-je dit, ma voix maintenant ferme. Je veux le regarder dans les yeux et entendre la vérité de sa propre bouche. Nathaniel a hésité, puis a hoché la tête. D'accord, mais tu ne seras pas seul cette fois. Et alors que le soleil plongeait sous l'horizon par la fenêtre de mon hôpital, je l'ai senti, la première étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas la peur, pas le désespoir. La détermination. Le trajet jusqu'à l'île semblait interminable. Nathaniel était assis à côté de moi sur la banquette arrière de la voiture de police banalisée, silencieux à l'exception du léger bruit de sa respiration. Je pouvais voir le reflet des gyrophares rouges et bleus clignoter sur la vitre striée de pluie. Plus nous approchions, plus les souvenirs me déchiraient. Les cris, les dîners froids, les portes qui claquent. L'inspecteur Rousseau s'est tourné vers moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mademoiselle Chevalier. Nous pouvons nous charger de l'interrogatoire. Mais j'ai secoué la tête. Non. Il m'a volé 27 ans. Je vais l'entendre le dire. Lorsque nous nous sommes garés dans l'allée fissurée, la maison était exactement comme dans mes souvenirs, peinture écaillée, pelouse non tondue, store bien tiré. Ce n'était pas un foyer. C'était une cage déguisée en maison. Les officiers sont entrés les premiers. Quelques instants plus tard, Rousseau m'a fait signe d'avancer. Nathaniel suivait un pas derrière. Marc Alevi, était assis à la table de la cuisine, menotté, les épaules affaissées. Il semblait plus petit que dans mon souvenir, comme si les années avaient déjà commencé à le décomposer. Ses yeux se sont levés quand je suis entré. Pendant une seconde, il a presque souri. Claire, a-t-il dit d'une voix rauque. Je me suis figé. Ce nom, le mensonge qu'il m'avait donné, m'a écorché la poitrine. Ne m'appelle pas comme ça. Il a froncé les sourcils, confus. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un pas de plus, ma voix tranchante.
Ce qui ne va pas? Tu m'as kidnappé. Il a cligné des yeux, son visage devenant blême. Ils t'ont dit ça, n'est-ce pas? Les flics? Cet homme riche? Cet homme riche, les jeux interrompus, et mon père. Mon vrai père. La mâchoire de Marc s'est crispée. Tu ne te souviens pas comment c'était à l'époque. Je t'ai sauvé. Tu pleurais, tu hurlais. Il ne se souciait pas de toi. Arrête de mentir, ai-je crié, frappant la table de la paume de ma main si fort que les menottes en métal ont cliqueté. Tu ne m'as pas sauvé. Tu m'as volé. Tu as transformé ma vie en cauchemar. Tu m'as fait croire que je ne valais pas la peine d'être aimé. Nathaniel s'est avancé, sa voix calme mais pleine de feu. Vous avez pris ma fille pour de l'argent. Et quand l'argent a manqué, vous avez brisé son esprit pour la faire taire. Marc a ri amèrement. Vous pensez que l'argent fait de vous un père? Vous aviez tout, et je n'avais rien. Je lui ai donné à manger, un toit, des vêtements. Tu m'as donné la peur. Ai-je crié. Chaque jour, je me réveillais en me demandant ce que j'avais fait de mal. Chaque fois que tu me regardais, je le voyais. La haine, le dégoût, la honte que tu ne pouvais pas cacher. Il m'a regardé, sa bouche tremblante. Tu étais un rappel, a-t-il dit doucement, de ce que j'avais fait. Je pensais que si je te gardais près de moi, je pourrais arranger les choses. Mais chaque jour que je te regardais, c'était pire. Je ne pouvais plus le supporter. La voix de Nathaniel a percé le silence, calme et froide. Et donc vous l'avez laissé dans un hôpital pour mourir. Les mains de Marc se sont serrées en poing. Je n'en pouvais plus. Je pensais qu'elle serait peut-être plus en sécurité sans moi. J'ai fait un autre pas, les larmes me brûlant les yeux. En sécurité? Tu m'as abandonné parce que tu avais peur de te faire prendre. Tu n'es pas parti pour me protéger. Tu es parti pour te protéger toi-même. Pendant un instant, personne n'a parlé. L'horloge sur le mur faisait tic-tac, régulière et cruelle. Les yeux de Marc allaient de moi à Nathaniel. Ses épaules se sont affaissées. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Mais les mots semblaient vides, trop tardifs, trop légers pour ce qu'il avait fait. Rousseau a fait un signe de tête à l'officier à côté de lui. Marc Alévi, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, extorsion et fraude. Vous avez le droit de garder le silence. Le clic métallique des menottes a résonné dans la pièce alors qu'il le mettait debout. Marc s'est tourné vers moi une dernière fois. Je t'aimais, à ma manière, a-t-il dit doucement. J'ai soutenu son regard, maintenant calme. Alors j'espère qu'un jour tu comprendras ce qu'est le véritable amour. Il n'a pas répondu. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sourd qui sonnait comme le passé se verrouillant enfin. Nathaniel a posé une main tremblante sur mon épaule. C'est fini, Émilie. Mais ce n'était pas fini. Pas encore. Parce que la vérité n'effaçait pas les années que j'avais perdues. Elle ne ramenait pas les anniversaires, ni les berceuses, ni la chaleur que je n'avais jamais connue. Alors que la voiture s'éloignait de cette maison, j'ai regardé par la fenêtre une dernière fois. Les lumières des voitures de police se sont estompées au loin, avalées par la pluie. Je n'étais plus Claire Hubert. Je n'étais plus la fille indésirable abandonnée. J'étais Émilie Chevalier. Et pour la première fois, j'ai senti le poids de mon nom. Dès le lendemain matin, l'histoire faisait la une de tous les journaux. L'héritière kidnappée retrouvée après 27 ans. Mon nom, les deux, s'affichaient sur les écrans de télévision, dans les journaux et sur les téléphones. Tout le monde voulait savoir qui j'étais vraiment. Mais je ne le savais même pas moi-même. Le procès a commencé en quelques semaines. Salle d'audience, caméra, journalistes, tout cela ressemblait à une tempête. J'étais piégé à l'intérieur. J'étais assise derrière la paroi vitrée de la section des victimes, regardant l'homme qui m'avait élevé entrer en traînant les pieds, vêtu d'une combinaison orange. Ses cheveux étaient plus gris, ses épaules courbées. Il ne ressemblait pas à un monstre. Il avait juste l'air petit. La voix du procureur a résonné dans la salle d'audience. Marc Alévi a kidnappé Émilie Chevalier en 1998, a extorqué des millions à ses parents et a construit toute une vie sur des mensonges. Marc ne m'a jamais regardé une seule fois. Ni pendant les témoignages. Ni pendant le prononcé de la peine. Il regardait droit devant lui, vide. Lorsque le verdict a été lu, réclusion criminelle à perpétuité,
je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune satisfaction, juste le silence. Après, les journalistes se sont rués sur moi alors que je quittais le palais de justice. Mademoiselle Chevalier, lui pardonnez-vous? Allez-vous retourner dans l'entreprise de votre père? Vous souvenez-vous de quelque chose de la nuit où vous avez été enlevé? Je n'ai rien dit. Nathaniel m'a protégé de son bras, me guidant à travers le chaos vers la voiture qui attendait. Une fois à l'intérieur, le bruit s'est estompé, et pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Puis, doucement, il a dit, « Ta mère t'attend ». Le vol pour Bordeaux a été silencieux. Je regardais par le hublot, observant les nuages s'étirer à l'infini sous nous, me demandant si le ciel avait été le même la nuit de ma disparition. Quand nous sommes arrivés au domaine des Chevaliers, l'air sentait la pluie et le pain. Le manoir se dressait derrière de hautes grilles en fer, le même endroit d'où j'avais été enlevé toutes ces années auparavant. Ma poitrine s'est serrée alors que la voiture remontait la longue allée. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je ne puisse l'atteindre. Une femme se tenait là, élégante mais fragile, ses cheveux parsemés d'argent, ses mains tremblantes. Quand ses yeux ont croisé les miens, elle a eu le souffle coupé, couvrant sa bouche. « Émilie » a-t-elle murmuré. Mes genoux ont fléchi. « Maman ?» Elle s'est précipitée en avant, et je suis tombé dans ses bras. L'odeur de lavande et de larmes a rempli l'air. Elle pleurait, chuchotant mon nom encore et encore, comme une prière qu'elle avait eu peur de prononcer à voix haute pendant des décennies. « Je suis là », ai-je réussi à dire, ma voix se brisant. « Je suis à la maison. » Les bras de Nathaniel nous ont entourés toutes les deux, son visage enfoui dans l'épaule de ma mère. Pour la première fois, j'ai compris ce que signifiait l'appartenance. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a montré une petite chambre au bout du couloir. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Mur jaune pastel, un berceau dans le coin, un ours en peluche délavé attendant toujours sur le lit. Je n'ai jamais pu me résoudre à changer quoi que ce soit, a-t-elle dit à travers ses larmes. Chaque semaine, je la nettoyais, en espérant que tu reviendrais. Je me suis assise sur le lit, traçant du doigt les motifs de la vieille courte pointe. Pour la première fois en 27 ans, la maison ne ressemblait pas à l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle ressemblait à la mienne. Les mois qui ont suivi le procès ont semblé irréels, comme si je vivais dans le souvenir de quelqu'un d'autre. Séances de thérapie, interviews, événements de la fondation, tout allait plus vite que mon cœur ne pouvait le traiter. Les gens disaient que j'avais de la chance, mais ils ne comprenaient pas. On ne peut pas parler de chance quand toute sa vie commence par un mensonge. Nathaniel m'a offert un poste à la Fondation Chevalier, une organisation qui aide les familles d'enfants disparus. J'ai dit oui, non pas parce que je voulais me cacher derrière son nom, mais parce que je voulais donner à d'autres enfants perdus la faim que je n'ai failli jamais avoir. J'ai emménagé dans un petit appartement près de la ville, loin des caméras et des chuchotements. Ce n'était pas aussi grandiose que le manoir, mais c'était à moi. Certaines nuits, je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville se transformer en or flou. C'est à ce moment-là que les souvenirs revenaient. Sa voix, sa colère, son silence. Pendant des années, je les ai laissés me hanter. Mais une nuit, quelque chose a changé. J'ai ouvert mon vieux journal de l'hôpital et j'ai écrit « Le pardon ne les concerne pas. Il me concerne moi. Je pardonne pour être libre. » Le lendemain matin, j'ai visité la prison. Pas pour tourner la page, pas pour le voir souffrir, juste pour me prouver que je le pouvais. Marc avait l'air plus vieux, plus mince, plus petit. Il n'a pas parlé quand je suis entré. J'ai posé une seule photographie sur la table, une photo de moi avec Nathaniel et maman, souriant dans le jardin. Je voulais que tu vois ça, ai-je dit calmement. Parce que je comprends enfin quelque chose. Tu ne m'as pas détruite. Tu as juste retardé celle que j'étais censé devenir. Il a regardé la photo, les yeux humides, mais sans un mot. Je me suis levé et je suis parti. Dehors, la lumière du soleil inondait le parking, douce, chaude, presque indulgente. Plus tard dans la soirée, je suis rentré chez moi et je me suis tenu sur mon balcon, sentant le vent frais caresser mon visage. Pour la première fois, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais légère. J'ai murmuré dans la nuit, « Papa, où que vous soyez, vous deux, je vous pardonne. » Quelque part au fond de moi, un nœud s'est enfin dénoué. Parce que pardonner ne signifie pas oublier la douleur. Cela signifie choisir la paix plutôt que le poison. Et alors que la ville scintillait en dessous de moi, j'ai réalisé quelque chose de simple mais de profond.
Je n'étais plus la fille abandonnée dans un lit de soins intensifs. J'étais Émilie Chevalier, une survivante, une fille, et enfin, moi-même.